les personnalités aussi de Catherine Médicis et de son fils François II, qui va donc reprendre le gouvernement à l'âge de 15 ans durant quelques mois, mais qui n'a pas donc une influence très pertinente sur les arts en France, évidemment, alors que Catherine de Médicis, oui, elle joue un rôle très important avec ses architectes, Philibert Delorme notamment, et il est vrai que l'aménagement des Tuileries est un élément qui relève de son initiative. Et puis donc, je vous avais parlé aussi de ces deux grands mécènes, qui étaient donc les familles de Guise, avec notamment François de Guise, et puis Diane de Poitiers. Et puis je vous avais parlé aussi donc des influences qu'avait joué cette haute Renaissance. Donc je vous ai mis en bas le portrait de Bramante. Vous voyez que l'architecte est représenté et figuré. Il n'est plus cet être anonyme. Il a un visage le plus souvent. Et on en voit donc quelques réalisations avec donc en haut l'église Santa Maria delle Grazie. Et puis en bas, le palais Massimi de Peruzzi, donc tous ces éléments de la haute Renaissance qui marquent les artistes français en résidence en Italie. Les traités, donc le traité de Vitruve à gauche, et puis à droite, le traité d'Alberti sur l'art de la manière d'édifier. Donc je vous ai mis ici les premières pages, qui sont donc ces premiers traités qui vont permettre aux architectes de se baser, d'avoir des éléments, des modèles éventuellement, et surtout rester en accord avec un style et se tenir à ce qui est permis en art architectural. Les personnalités de Joachim du Bellay et de Pierre Ronsard à la Pléiade et le rôle qu'ils ont joué pour le développement de la langue française et l'amitié qu'ils avaient avec Philibert Delorme. Le traité de Vignoles, vous voyez qu'ici il est inclus dans les cours de Davillers, donc cet architecte du XVIIIe siècle. Avec toujours, vous voyez, cette figure de l'architecte représentée avec son compas encadré. Et ça, c'est quelque chose aussi de nouveau. Et donc, oui, on en était resté finalement à Vignoles, avec cette personnalité qui finalement, d'un point de vue architectural, ne marque pas tant d'un point de vue pratique, mais ses cours, en théorie, vont être très influents jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis, on ne pouvait pas passer sous silence Serlio, qui est né à Bologne. C'est vraiment une personnalité importante parce que lui, il a construit, mais il a aussi tous ses livres d'architecture qu'il va donc réaliser. Il travaille d'abord à Rome, sous les ordres de Peruzzi. Et puis très tôt, il va avoir le désir d'aller travailler à la cour de France. Donc il va le faire savoir auprès de François Ier, son désir de venir travailler à la cour. Les choses ne se font pas immédiatement comme il l'aurait souhaité. Il va travailler d'abord à Venise, où il va donc rédiger son premier livre d'architecture, son premier traité. Et ensuite, donc, il va en envoyer un exemplaire à François Ier par le biais de l'évêque de Rodez, que l'on reverra tout à l'heure avec la cathédrale de Rodez. Et donc c'est par ce biais qu'il va se faire connaître, qu'il va venir en France invité par François Ier, il va travailler à Fontainebleau et il va plutôt être un ordonnateur, quelqu'un qui supervise parce que d'un point de vue pratique, on ne lui connaît pas de réalisation pour le roi. Mais on va le voir par contre pour d'autres édifices privés. Et vous voyez que l'intérêt de ces ouvrages, c'est qu'on a une planche illustrée, et puis, on a en regard un texte qui explique les modèles proposés par l'architecte. Donc, il y a véritablement une didactique aussi qui s'installe dans la manière de présenter ces manuels. Ici, je vous ai mis donc les différents modèles que l'on peut rencontrer. Donc, on vous met l'élévation. Et puis, on vous met ensuite le plan qui vous permet donc d'avoir en regard à la fois le plan, l'élévation et le texte, puisque le texte explique ce qui est représenté sur le dessin. Et comme Serlio va progressivement se franciser au cours des années, eh bien, il va parfois proposer des modèles, soit à la mode française, soit à la mode italienne. Donc, c'est le cas ici, où vous avez donc mis côte à côte un modèle italien, et ici, un modèle français, vous voyez les hautes toitures qui marquent cet ensemble, alors que pour le modèle italien, on accorde une plus grande importance à la cour. Donc ça, c'est un élément important. Et il va donc
réalisé d'autres livres. Je vous avais parlé du livre extraordinaire avec toute une série de portes qu'il va aussi proposer et qui va vraiment frapper les esprits et les architectes. Et à la mort de François Ier en 1547, Serlio quitte Fontainebleau et va s'installer à Lyon. Et c'est vrai que 1547, eh bien, c'est l'année qui précède 1548, l'arrivée de Philibert Delorme à la surintendance des bâtiments du roi, puisque ce qui est très important aussi en France, c'est que va se développer une organisation, une hiérarchie dans la manière dont les architectes sont réunis auprès du roi. C'est ce qu'on appelle la surintendance des bâtiments du roi. Donc en ce XVIe siècle, c'est encore très très flou. Vous avez souvent donc un administrateur, mais ça peut très bien être un architecte, ce qui est le cas de Philibert Delorme, qui va donc contrôler, qui va sous-traiter avec les artisans, qui va réaliser les devis, qui va dessiner les plans. Donc c'est un rôle complexe et donc ce sont des architectes